Bonjour à tous, bonjour à vous et merci mesdames et messieurs de nous retrouver ce matin sur votre antenne. Bienvenue sur 10-12 le Zénith. On se fait du plaisir naturellement à partager avec vous comme chaque matin dans cette tranche d'antenne tout ce qui est actualité, tout ce qui est regard porté bien évidemment sur l'évolution du Cameroun. Mais une question évidente ce matin, c'est de savoir exactement, oui, que se passe-t-il dans nos formations hospitalières privées? Qu'est-ce qui peut expliquer véritablement la mort de cette petite fille de 5 ans? Mesdames, messieurs, ça fait parler tout le monde aujourd'hui. Et quelle est bien sûr cette formation hospitalière qui a laissé mourir cette dernière de la façon la plus, la façon, on va dire, la plus inexpliquée aujourd'hui. Mais comment comprendre surtout le courroux des parents et des internautes qui n'arrêtent pas de faire entendre leur voix? On va également tenter tout à l'heure, lorsqu'il sera bien sûr 11 heures passées de 25 minutes, si tout se passe bien, oui, de s'arrêter là-dessus et vous entendrez bien sûr les nombreux avis et commentaires relayés sur la toile à la suite de ce fait divers macabre. On va également prendre du plaisir tout à l'heure à écouter Charles-Amel Mbathiou dans un petit moment seulement et la collègue qui va nous exprimer, mais surtout l'histoire du jour, comme chaque matin, Dominique Audrey, c'est bien évidemment nous les présenter. Et on salue les nombreux, mais alors très nombreux téléspectateurs de cette émission qui chaque jour ne cessent justement de s'accroître parce que chaque jour vous vous retrouvez dans les contenus, chaque jour vous vous sentez beaucoup plus proche de cette émission, et chaque jour vous êtes aussi fidèles. Eh bien, vous nous faites vraiment plaisir. Merci à chacun d'entre vous. Charles Amel est à nos côtés ce matin. Bonjour Monsieur Mbathiou, bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngatou, bonjour à tous les téléspectateurs. Pamela Fomen également, pas très loin de vous. Bonjour Pamela. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Ce matin, je vais saluer le ministre de la Santé pour son silence depuis quelques heures sur l'affaire justement de la jeune fille qui a été décédée dans le centre hospitalier à Douala. Quand on se rappelle qu'il y a quelques semaines seulement, on parlait d'une autre jeune fille qui a été kidnappée, mais le ministre a quand même pris celui de faire un tweet pour interpeller le corps médical, pour interpeller ces kidnappeurs. Donc, aujourd'hui, on est dans le silence du ministre de la Santé. Très bien. On en parlera tout à l'heure, c'est promis. Dona Preskamgan, bonjour. Bonjour Michel Ngatou, bonjour à nos téléspectateurs. Moi, je saluerai ce matin les avocats du Cameroun qui ont rendez-vous avec l'histoire dans quelques jours, quelques mois. Leur assemblée générale élective est prévue le 18 juin prochain. Vous le savez, depuis octobre 2020. Le barreau n'a plus de commandant de bord à proprement parler. C'est l'intérim qui est assuré par maître Claire Bikuna Tangana. Eh bien, le 18 juin prochain, le barreau devrait avoir un nouveau président après le décès de maître Charles Tchakouté-Patier. Le barreau qui connaît en ce moment une sorte d'inertie, et oui, c'est le moment de le dire, une sorte d'hibernation, parce qu'en l'absence d'un bâtonnier qui aurait dû être élu depuis plusieurs mois déjà, le barreau est presque absent. C'est un instrument important de la démocratie. Dans un contexte où les violences contre les avocats, les violations de procédures judiciaires, les violations des droits de l'homme se multiplient, le barreau a son mot à dire. Il est temps que le barreau redevienne cet instrument au service des droits de l'homme et de la démocratie, comme dans tous les pays sérieux du monde entier. C'est important. Voilà, merci beaucoup de Nabrice Kamgan. Eh bien, on va dire bonjour à Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, je vais très bien. Même si à côté de moi, il y a des Camerounais qui sont aux abois. Ils se plaignent du fait que parfois, lorsqu'ils sont, disons, stationnés à certains endroits de la ville de Douala, ils se trouvent tout de même qu'on réussit à saboter leur véhicule alors qu'ils sont assis à l'intérieur. Et ceci se pose la question de savoir, est-ce qu'on sabote une voiture alors que le conducteur est à l'intérieur? C'est légion. Et ça se voit tout le temps à Douala. Il y a quelques semaines, je vous le disais encore, j'ai fait ce constat avec les agents de la police municipale. C'était exactement... Carlos Muné, bonjour, on vous a vu venir. Merci. On a vu un cas pareil, effectivement, du côté de Bonamoussadi. C'était pas correct et c'était très gênant. Voilà. Faisons bien, mesdames et messieurs, et puis on fait bien, nous aussi, de parler avec vous parce que c'est important. Vos problèmes, vos soucis, vos manquements. Chaque jour, nous en parlons bien sûr sur ce plateau. Et Dominique Audrey est celle-là qui les reçoit en permanence. Chère dame, où nous conduisez-vous ce matin? On parle de l'histoire d'Éric. Éric dit « Je suis âgé de 32 ans aujourd'hui. Je suis le premier fils sur 11 enfants que mes parents ont eu. Mon père, quant à lui, a 92 ans. Il est né vert.
Et le fait est qu'à 3 ans de ma naissance, mon père est allé à la retraite. Malgré le manque de moyens financiers, il m'a beaucoup aidé. Bref, c'est un très bon père car depuis l'âge de 15 ans, je fais la moto pour payer ma pension et c'est lui qui était ma banque et jamais il ne m'a fauché. Jusqu'à ce que j'ai un bac+2 en génie civil et 5 autres qualifications professionnelles. J'ai dû arrêter mes études pour pouvoir m'occuper de mes 10 petits frères, ce que je fais. Mon véritable problème est qu'au regard des difficultés grandissantes que mon père a eues, et il a été incapable de pouvoir nous assister par rapport à l'âge. Donc j'ai décidé de me marier très tôt et de faire vite mes enfants pour pouvoir avoir la force de les envoyer à l'école pour ne pas avoir le même problème, ce dont vous parlez généralement aujourd'hui. J'ai donc rencontré une femme que j'ai dotée et mariée officiellement sous le régime polygamique, malgré le fait que celle-ci avait déjà fait 2 enfants. À 7 ans aujourd'hui de relation de mariage, nous n'avons qu'un seul enfant et je rappelle qu'elle est née, que l'enfant, mon bébé est né quand nous étions en train de convaincre mes parents de cette relation. Et c'est grâce à la grossesse que mon père a accepté que j'épouse cette femme. 95% des personnes qui me connaissaient et qui étaient au courant de cette relation m'ont toujours déconseillé de prendre cette femme. Un enfant calme et bien élevé comme moi, de parents avec une bonne moralité, n'aurait pas pu avoir ce genre de femme. Aujourd'hui, Est-ce que le porc se dit gras? Voilà. non, Je pose la question par rapport bêtement. à ce que les gens disent, vraiment, tu es un garçon bien et tout, tes parents sont quand même des gens concordants, on respecte, donc tu ne peux pas avoir une femme comme celle-là, une femme qui a déjà 2 enfants. Aujourd'hui, il y a de cela 3 ans que je n'ai plus jamais pu dormir normalement avec ma femme comme un homme et sa femme. Depuis que je lui ai dit que notre fille a déjà 3 ans et qu'on devait chercher à faire un autre enfant. Elle m'a dit comme quoi elle n'est pas d'accord, elle n'est pas devenue une pondeuse et qu'en tout cas, elle a déjà ses enfants et elle ne veut plus accoucher. Elle raconte même que, elle ne connaît pas. Elle sait que je ne l'aime pas. Moi, je n'ai pas envie de la faire souffrir. Maintenant, mon problème est que malgré le fait que j'ai signé la polygamie, je n'ai pas les moyens pour pouvoir entretenir un autre foyer. Et en plus, j'ai mes 3 petits frères qui vivent avec moi et je paye les écoles de formation sans compter ceux qui fréquentent encore au village. Petite précision, je suis arrivée à Douala en 2017. J'ai pu acheter un lopin de terre. J'ai pu construire en matériaux provisoires et je n'ai pas encore à ce jour lancé des travaux définitifs. À cette femme, je lui ai ouvert un salon de coiffure à la maison qui passe bien. Notre enfant est très intelligente. Je suis toujours là pour la suivre. Je ne bois pas d'alcool. À 18h, j'ai déjà fini le travail. Je suis déjà rentrée à la maison. Je souffre, je veux la chasser, mais qu'est-ce que je vais faire de ma fille? Voici quelques comportements de ma femme depuis 7 ans. Ah, il veut la lister? Oui. Il a listé? Oui, son téléphone n'a jamais sonné devant moi, toujours sous silencieux. J'ai fait 8 mois avec elle dans la même maison. Elle avait mis tous mes numéros dans la liste noire. Je suis du genre à poser des questions de savoir c'est quoi ton programme, comment tu vas passer ta journée. Jamais elle ne me répond. Elle sort à l'heure qu'elle veut. Et quand je lui pose des questions de savoir pourquoi elle rentre ou bien pourquoi elle sort comme ça, elle me dit qu'elle n'est pas une esclave. Elle ne rend pas propre la maison. C'est moi qui nettoie la cour, c'est moi qui racle les herbes, qui cultive le champ de derrière. Et après, elle vient simplement récolter. Ouais. À 19h, 18h, c'est à l'heure qu'elle pose la nourriture au feu. Mes habits ne sont pas lavés. Parfois, elle trempe les habits 3 jours. Il faut d'abord que soit je vienne verser, soit je vienne rincer moi-même. Mon père m'a dit, si jamais je meurs sans que je ne porte un autre de tes enfants, vraiment, tu seras maudit. Moi, je ne sais plus quoi faire. J'ai ma fille que j'aime bien. Avec cette femme, je ne peux pas. Je peux prendre une deuxième femme, mais je n'ai pas les moyens. Je vous en prie. On va trouver les moyens. Conseillez-moi. On va lui C'est donner très les long. moyens. Il a quoi On va comme lui donner les métier? moyens. Il a dit qu'il a fait génie civil. Actuellement, il a quoi comme métier? Il a fait une formation en génie En civil. génie civil. Non, Oui, il se bat actuellement. il se n'exerce bat. pas encore Il ne fait véritablement. pas. Il n'est pas stable Voilà. en tout cas. On lui donnera les moyens. Oui. Hein, de la brise. On Forcément. donne les moyens d'avoir une deuxième femme. C'est Forcément. l'essentiel, non? Forcément. Hein? C'est assez grave quand même. Ben, on va saluer toutes les femmes qui nous regardent ce matin. Certainement, elles se retrouvent dans cette peau-là. Et, Hein? et à la fin, il mentionne vraiment, chers jeunes, écoutez les conseils de vos parents. Donc, ça veut dire qu'il a la solution justement à ce qu'on lui a donné Non, comme son conseil. père lui avait dit ne prends pas la fille. D'accord. L'entourage aussi n'a Alors, pas écouté. 1 ou 2 ou 3 questions aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait s'entêter à épouser des femmes ou des hommes dont les familles ne sont très souvent pas d'accord?
Parce que très souvent, on laisse entendre dire que la famille voit ce que vous ne voyez pas. Des gens autour de vous voient ce que vous ne voyez pas. Pamela Fomen, Michel. quand c'est comme ça, c'est ton frère qui s'est plaint. Tu lui dis quoi? Garde la fille là, change, marie-toi, remarie-toi, on fait comment? Qu'est-ce qu'on lui dit concrètement? Avec tout ce que Dominique a raconté, C'est même pas fini. Non mais En plus, c'est très long quand même. C'est trop long. Ouais. Yves, je me demande même qu'est-ce qu'il fait encore là. Qu'est-ce que cette femme fait encore chez lui? Il est marié. Marié et puis quoi? C'est l'amour ou c'est la folie? Je ne comprends même pas. Voilà un monsieur qui a, il a quand même le minimum à Douala. Peut-être là il y a une terre, il a une femme, il a trouvé le travail à sa femme. Je ne sais pas, elle est comblée, à mon avis en tout cas, elle a quand même le minimum. En plus, elle est mariée, c'est pas comme s'il a pris la femme pour faire le viol, reste bien le concubinat. Non, il a officialisé la femme, il a signé polygamie, mais jusqu'à présent, il est monogame. L'histoire ne lui révèle pas que l'homme trompe sa femme avec la voisine, ou bien l'homme part en boîte, je ne sais pas. L'homme, il dit que je finis le travail, je rentre à la maison, je lave mes habits. Un homme, il fait la lessive, peut-être il a manqué seulement de Dieu que c'est lui qui prépare chez lui. Si à 18 ans, la nourriture, ça a l'air qu'on pose un chauffeur. Et puis même reste à savoir si même l'enfant qu'il a même, soit même le sien. Mais il aime bien, il est le père. L'amour seul ne suffit pas, ce monsieur n'est pas comblé. Il vit même comment avec cette femme, il n'a pas accès à son téléphone. J'imagine même que pour appeler la famille de la femme, il va prendre l'accord de sa femme. Mais est-ce que vous pouvez vivre avec un homme, vous mettez tous ses contacts sur liste noire? Il est qui pour vous alors? C'est votre, je comprends pas, votre mari. Quelqu'un que si vous êtes en danger, c'est la première personne que vous devez appeler. En principe, vous le mettez dans la liste noire. Et puis il découvre, même jusque-là, il vous pardonne, il dit que non, vous êtes son épouse, vous êtes sa famille, vous êtes accepté comme ça. Il fait tout à la maison, vous êtes là, la femme. En son temps, le matin, il va rationner. Il a une activité. Si aujourd'hui, elle vient dire que, bon chérie, mon capital a fait comme ça, je suis sûre que ce monsieur va lui donner de l'argent. Que prendre comme ça, tu renforces l'activité. Qu'est-ce qu'il en a en retour? Rien, même l'enfant, elle a dit qu'elle est une mère pondeuse. Et encore que le monsieur l'accepte avec ses 2 enfants. Elle vit en mariage avec 2 enfants. 2 enfants? Oui, C'est pas un enfant? Non, c'est 2 Non, enfants. Donc elle un a eu enfant 2 en enfants commun. et puis ils ont fait Et un elle a enfant. fait une fille de 3 ans. Ah d'accord. Entre-temps, elle ne veut plus faire des enfants. Elle dit Elle veut plus. qu'elle a 3 accouchés. Elle n'est pas une pondeuse. Elle s'est jouée de lui. Hein. C'est une fille qui a bien fait la vie. Elle est venue juste se reposer sur ce monsieur. Ah, n'est-ce pas? Oui, elle a fait la Donc, vie. votre frère, il est votre frère, vous le lui direz, bah remarie-toi, laisse-la, abandonne-la. Qu'est-ce qu'on lui dit? Parce qu'il faut qu'il soit heureux d'une manière ou d'une autre. Automatiquement, il doit être heureux. Bon, lui, il dit que les moyens ne lui permettent pas de se remarier. De se remarier, mais il doit faire ses enfants. Il est encore Engager jeune. une relation extra-conjugale, faire Bien des enfants? sûr. C'est la solution, Pamela Il, Fomen? il doit tromper cette femme, il doit avoir les enfants. Fomen. moi, je sais que l'héritage d'un homme ou bien d'une femme, ce sont Quelle ses façon enfants. d'être cru à l'antenne le matin. Il doit tromper cette femme. Michel, moi je sais. Moi, on nous a appris que l'héritage d'un Écoutons homme, ce Pamela sont ce ses matin, je vous en enfants. prie. L'héritage d'un homme, c'est ça. Un homme peut être pauvre, il mange même n'importe quoi chez lui. Au moins, quand il regarde sa progéniture, il est fier de lui. Ouais. Un homme qui n'a rien, qui n'a pas d'enfant, c'est pas comme si les 3 enfants qui sont à la maison manquaient de quoi manger. Non, c'est vrai, il n'a pas assez, mais le minimum quand même lui permet de gérer les 3 enfants, dont 2 ne sont pas les siens. Alors, lorsqu'une femme dit justement que je ne veux plus accoucher, ayant déjà eu 3 enfants, 2 enfants hors mariage, qui sont les enfants que l'homme a reconnus, parce qu'on dit que qui épouse la mère garde des enfants, les enfants forcément lui reviennent aussi. Lorsqu'elle dit qu'elle n'accouche plus, est-ce que c'est pas une preuve par 1 million qu'elle n'a jamais aimé cet homme? Elle n'a jamais aimé. Elle n'a jamais aimé. On ne lui dit pas que peut-être son premier accouchement, elle a fait peut-être pas césarienne, elle a eu des complications. Peut-être elle a accouché par voie normale. Qu'est-ce qui peut empêcher cette femme de ne pas donner les enfants à ce monsieur? Elle est là pourquoi finalement? Est-ce que vous êtes dans la logique de ce qu'on appelle le plan A, le plan B, le plan C? C'est-à-dire qu'on vit avec une femme. Michel, ce gars, Je vois Dominique me regarde du roman, c'est pas important. il est trop Mais amoureux. est-ce que le plan A, le plan B, le plan C, je parle comme au quartier, hein, quand on se dit, bon d'accord, on a une femme à la maison, mais comme on ne connaît pas exactement ce que la femme peut te sortir demain comme carte, tu prépares la carte B à côté, et même jusque-là, on n'est pas très certain, tu prépares une carte C à côté. Est-ce qu'à un moment donné, cette logique-là ne peut pas avoir raison au lieu d'être ici? Voilà. S'il avait fait, je pense qu'il ne devait pas poser le Il problème. ne se plaindrait pas comme ça. S'il avait, il y a ces 3, 4, le plan B, le plan plan A, C. le plan C. Je suis sûr que cette histoire ne devait pas atterrir sur ce plateau. D'accord. Il n'a pas calculé, il est trop amoureux, il est même endormi.
Franchement, J'en connais qui disent ça tout le Ça, c'est temps. mon frère, je sais pas, peut-être moi, je vais m'en charger de sa femme. J'en mais connais qui disent ça tout le Non, temps. Non, tu es trop calme, tu es trop amoureux, tu es trop c'est timide. trop fort quand même. Ah ouais. Donna Brice, quand on est malmené de la sorte, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Dans quel cas on le place? Faible, ignorant, Amoureux. loufoque, amoureux, je sais pas. Vous le mettez dans quelle catégorie d'homme là? Je préfère commencer par la femme. Ah, elle a une place quoi? J'ai envie de me poser une question. Que veulent les femmes? Que veulent les femmes? Quand on les écoute, nous voulons des hommes sérieux, responsables, qui sortent, qui reviennent tôt, qui prennent soin de la famille, qui sont amoureux, qui sont attentionnés. Voici un homme attentionné, voici un homme amoureux, voici un homme responsable, voici un homme qui prend soin de sa famille, voici un homme qui rentre tôt à la maison, qui ne boit pas de l'alcool, Qui ne fume pas, qui ne fume pas, qui n'aime pas les femmes. qui ne trompe pas Qui sa n'a pas femme, dit l'autre là? qui ne trompe pas sa femme Qui n'a manifestement. pas dit? Que veulent les femmes? Que veulent les femmes? Visiblement, il y a des téléspectateurs qui vont demander de donner le numéro du gars parce qu'on ne sait jamais. Oui, parce que allez regarder de près, vous avez des femmes à qui les hommes offrent tout, c'est-à-dire tout. Vêtements, ration, prise en charge des enfants. Tout ce que la femme veut, l'homme donne. Mais elle trouve quand même un prétexte. Soit elle va le tromper, soit elle va quitter le foyer, soit elle va partir, soit elle va mettre fin à la relation, si c'est une relation qui n'a pas encore abouti au mariage, de façon complètement inexplicable parce que souvent, le plus souvent, elles ont besoin des choses passagères. Elles s'attachent à ce qui est passager, malheureusement. Soit un bon sponsor qui peut taper, mais qui peut acheter une belle voiture, qui peut, en tout cas, qui a des moyens, même si l'homme ne l'aime pas. Malheureusement, c'est ça. Elle reste dans ce mariage, donc pourquoi? C'est le confort qu'elle poursuit. Pourquoi pourrir la vie de quelqu'un que vous n'aimez pas? Il vous garde sur votre toit. Vous avez accepté de l'épouser pour le faire souffrir, mais c'est pour quel intérêt? Eric est un locataire chez lui-même. Comme tous les hommes d'ailleurs. Non, pas comme, Nous habitons chez les femmes. Quand pas comme tous les hommes. Eric ici est un locataire chez lui-même. Tu as une femme que tu as épousée légalement, qui met son téléphone sous silencieux, qui te met dans la liste noire, qui t'impose des choses, qui te dit, quand tu demandes un prochain enfant, je ne suis pas devenue une pondeuse. Non, c'est à tomber debout. Est-ce qu'il faut avoir des accords avec la femme avant de se marier pour lui dire comment on va dans le mariage, là, sache que je veux 10 enfants, par exemple? Bon, je préfère ne pas voir les choses de façon mécanique, dans l'absolu comme ça. Vous pouvez avoir pour ambition d'avoir 15 enfants. Après, la femme a un problème de santé. Naturellement. Ce n'est plus possible. Ouais. Il faut toujours être dans la logique de la diplomatie, de l'échange, du dialogue. Tout se résout par le dialogue. 70% de problèmes se résolvent par le dialogue. Mais j'ai l'impression d'avoir affaire à une femme qui est rebelle et qui est condescendante, qui ne sait même pas que c'est son mari. Bon, je ne sais pas quelles sont les libertés que Eric a données à sa femme lorsque il a épousé cette femme, mais j'ai l'impression qu'il lui a laissé beaucoup trop d'espace et qu'elle peut lui parler n'importe comment. Si une femme a des problèmes de santé, si elle a une difficulté particulière, si elle a une explication particulière qui puisse justifier qu'elle n'a pas la possibilité d'avoir un prochain enfant après un premier, il y a des manières de dire ça à l'homme. Il y a une façon de passer le message. Mais comment vous comprenez, Donna Brice, quand même, au-delà de cette explication, que c'est vous à la maison qui faites la lessive, que c'est vous à la maison qui préparez votre maison, c'est-à-dire y mettre de la propreté. Au final, quand on a des constats des premiers mois ou les premières années qu'une femme se comporte de la sorte, est-ce qu'on devait avoir peur de dire « je veux le divorce » Avant d'y arriver, je voudrais souligner un autre aspect de cette histoire. La femme arrive dans le foyer avec 2 enfants. Donc en fait, elle s'est même mariée par défaut. Entre guillemets, c'est-à-dire que le souhait le plus ardent d'un homme, c'est pas
d'épouser une femme qui a déjà des enfants. Pas du tout. Qu'on se le dise. Chacun veut rencontrer une femme qui n'a pas d'enfant. Parce que les enfants, parfois, ça peut créer des conflits avec son papa, et ainsi de suite. Ça entraîne des charges supplémentaires, ainsi de suite. Mais voici un homme qui a accepté 2 enfants d'une femme qui arrive dans un foyer qui est nouveau. Il accepte de prendre en charge avec le 3e enfant. Lui veut un 2e enfant dans le foyer, et puis la dame trouve que non, elle n'est pas devenue mère pondeuse. Non, je pense que ce monsieur ne doit pas réfléchir 2 fois. Il ne faut pas qu'il chope la vaisselle, qu'il meurt tôt. Il a quel âge? 32 ans. Il a faim. À 32 ans, on a toute la vie devant soi. On a encore tous ses projets. On entame à peine sa vie en tant qu'homme. Je pense que rapidement, il est ingénieur de génie civil, il fait des chantiers, ainsi de suite. Il a les moyens de se remarier. Il faut qu'il se remarie. Prendre une 2e femme, cette première femme va même pourrir la vie à cette 2e femme et faire en sorte que cette 2e femme finalement s'en aille. Il faut qu'il se sépare de cette première femme, qui n'est pas sa femme. Je n'ai pas l'impression qu'elle se comporte comme une femme qui appartient à quelqu'un. Elle n'a pas l'impression de vivre avec un homme qui est censé être le chef de famille. Et puis Eric aussi doit prendre ses responsabilités. Un homme ne peut pas se laisser autant dominer par une femme pendant des années, alors qu'elle est régulièrement épousée. Bon, c'est inacceptable. S'il est dans une bouteille fermée, je dis ça un peu comme on dit au Cameroun. Dominique Audrey, je voudrais bien sûr que Charles Amel vienne conclure entre-temps, mais je parle un peu comme au quartier. Tu fais ça comment? Quoi? Tu fais ça comment que je sois avec toi dans la maison? C'est moi qui lave les vêtements. Je mange après 20h. Je ne peux pas manger à midi. Je perds le contrôle sur toi complètement. Tu fais ça comment? Tu manges à 20h parce que je suis au salon de coiffure, je fais ma 18h. Tu veux que je prépare à quelle heure? C'est la réponse qu'elle va lui donner. À midi, à l'enfant, elle va acheter un gâteau, on va charger le chocolat ou bien le pain beurre. Elle va donner à l'enfant va manger et basta. Le mari, vraiment, on s'en tape les clochettes, qu'il ait mangé ou pas, puisqu'il rentre à 18h. Donc, c'est à l'heure là que je vais faire la cuisine. Malheureusement, Eric est dans la configuration de ces hommes qui sont, on les appelle ils sont mous, hein. Ils sont mous en fait. Et malheureusement, quand une femme tombe sur ce genre d'homme qui est très amoureux, hyper compréhensif, hyper beaucoup de choses, elles ont tendance à vous manipuler, à vous infantiliser parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'ils se retrouvent à laver les vêtements, c'est simplement parce que l'odeur des vêtements trempés depuis 3 jours commence à agacer les narines. Vous voulez qu'il fasse comment? Ce sont ses vêtements. Il est obligé de rincer. Mais ses vêtements à elle ne les trempe pas autant de temps. À côté de ça, un homme peut bien désherber la cour de sa maison. Il n'y a rien de rétrograde ou bien de rabaissant à le faire. Mais s'il le fait parce que la femme n'a pas envie de le faire, elle n'a pas envie de se casser les ongles à désherber son espace, sa cour, ça veut dire qu'à ce moment, il y a un problème. Il prend la peine également de cultiver, faire le maïs derrière, ou bien le plantain, ou bien un peu les arachides, ou bien le poireau derrière. Et c'est madame qui vient aisément récolter sans jamais prendre la peine de nettoyer un peu le jardin des mauvaises herbes et tout. Eric a fait un mauvais choix. Il s'est précipité. Comme lui-même il a mentionné, c'est la grossesse qui a accéléré le processus parce que ses parents, son père notamment de 92 ans, lui avait déjà dit « Il y a plein de filles qu'on te propose dans notre puisqu'il vivait au village à l'époque. On t'a proposé une femme déjà ici, tu aurais dû prendre la femme que tout le monde l'une des femmes que tout le monde t'a proposée et pas cette femme dont on ne connaît ni la provenance, on ne sait même pas qui elle est, on ne peut pas avoir, vous parlez généralement d'enquête de moralité sur cette dernière. Bien que j'estime que les parents n'ont pas le droit de choisir, il faut quand même parfois tenir compte des avis. On tient compte de ce qu'on... Les gens peuvent émettre des avis sur votre compagne et vous prenez un peu de recul pour observer avec un autre œil ce qu'on vous a demandé d'observer. C'est à ce moment précis qu'entrent en jeu les pièges dans les relations, les pièges dans les couples. C'est par rapport à certaines choses, à un mot que vous allez placer intentionnellement, que vous verrez la réaction de la femme que vous avez envie d'épouser. Donc, il y en a qui cassent bien leur jeu, Dominique Audrey. Non. Elle vient avec un visage. On ne peut pas. Dans le foyer, elle représente un autre visage. Comment est-ce qu'on peut avoir... Non. Comment le veut le voile sur ce type de personne? On ne peut pas totalement
se camoufler. C'est pas possible. Un mot peut tout traduire. Un seul mot. Il suffit de bien observer, c'est tout. Un seul mot. Comment elle se comportait quand vous étiez en couple? Vous vous disiez non, bon, il faut que je lave un peu les habits pour que ma chérie vienne et qu'on reste ensemble. Est-ce que ça l'a gêné un seul jour de venir trouver votre chambre pleine de vêtements sales? Comment elle s'est comportée à tel ou à tel autre moment? Il aurait dû observer. Il y a des détails qui ne trompent pas. Dieu ou le diable est dans les détails. Il aurait dû s'en tenir à ça. Donc aujourd'hui, moi, je ne vais pas lui demander de divorcer. Il faudrait qu'il reprenne le dessus, qu'il reprenne le commandement et que cette femme comprenne que c'est lui l'homme. En faisant quoi? En grondant? Non. Est-ce qu'on a besoin de gronder pour s'imposer? Il est assez silencieux, comme vous dites très bien. Il est sans ancien, il est mou. Il y a des silences qui sont plus rudes. Ici, il y a une torture psychologique qui doit imposer à cette dernière. Ouais. Oui. Il pourrait peut-être commencer à vivre comme si elle n'existait pas. Je ne sais pas combien de pièces sa maison a. S'il est dans une logique, il a la possibilité d'être polygame, eh bien, qu'il commence à bâtir une relation avec une autre femme, qu'il retourne vers son père, qu'il pose définitivement et totalement le problème à son père en disant « Papa, je suis prêt à prendre la femme que tu choisiras pour moi parce que j'estime que tu feras le bon choix. » Et à ce moment précis, vous allez construire une nouvelle relation avec cette dernière. Ne courez plus pour signer les actes de mariage ou bien les dots et tout ça. Prenez votre temps et avec cette autre femme, instaurez les bases. Dites-vous, à la base, on veut 6, 8, 10 enfants. Et si en face, votre partenaire est sur la même longueur d'onde, à ce moment précis, vous pourrez cheminer. Mais avec cette dernière, comme elle a dit qu'elle veut un seul enfant, occupez-vous de votre unique enfant. Ne cherchez plus à en faire d'autres avec elle. Elle a dit qu'elle en a suffisamment. Cherchez vos enfants ailleurs. Vous allez multiplier les charges d'Eric. Là où il est, je ne suis pas sûr qu'il peut prendre une deuxième femme. Et même s'il a les moyens de prendre une deuxième femme, les rapports avec cette première femme, elle va intoxiquer la deuxième. Et ces malaises vont se multiplier. C'est ça le problème. La deuxième femme gère quoi avec la première? Non. Elle vivra où? Non, mais c'est pour ça que son papa entre en jeu. Il va dire à son père, voilà la situation, qu'est-ce qu'on fait? Demander le divorce serait la première des choses, la première initiative. Oui, il faut. S'il veut se remarier, il faut qu'il se sépare de la première femme. Sa femme a besoin d'un électrochoc. La première femme va contaminer la deuxième, va lui faire des problèmes tous les jours parce qu'elle sera jalouse. Voilà. Sans la même Badjou, je voudrais bien au moment donné qu'on s'arrête sur le choix parental, le regard du parent sur les choix que nous faisons aujourd'hui. Parce qu'on dit, encore, je l'ai très bien dit à l'instant, les parents disent voir ce que les enfants ne voient pas. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser les enfants à être entêtés, à ne voir que ce que le cœur désire, cher Lamé Badjou? Pour la simple raison que les réseaux sociaux, la télévision, la société proposent des faux modèles. De femmes. De faux modèles de femmes, des faux modèles, des faux critères de sélection matrimoniale. Vous allez voir, quelqu'un va vous dire, ma femme, je l'aime parce qu'elle est très brune. Je cherche les femmes brunes, parce que toutes les influenceuses que j'aime sur Facebook sont brunes. Je cherche des femmes qui ont telle forme. Chacun construit, la société impose. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est grave. Vous voyez parfois une fille, vous regardez, plein sur la toile, quand vous voyez une fille se filmer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle filme ses fesses, tchac. Et ils appellent ça la bosse. Je sais que la bosse, c'est la viande, monsieur Michel Ngacho. Mais ils appellent ça la bosse. Regardez la bosse. Ça crée, oui, ça crée dans le psychique d'un enfant qui suit attentivement Dominique Audrey Yengelek officiel à croire que ce qu'elle dit, parce qu'il aime bien ce qu'elle dit, c'est la vérité, c'est le chemin qu'il faut choisir. Il se crée ça. Son père viendra lui dire, il va dire, laisse, tu as fait ton temps, tu es loin de ça, tu ne connais pas. Aujourd'hui, on marche avec des filles qui ont la bosse. Vous voyez que les Chinois ont compris l'esprit africain à telle enseigne qu'ils vendent des caleçons bosse. Et même des soutiens. Alors, vous voyez jusqu'à quel point les commerçants, c'est-à-dire du Moyen de l'Asie, ont compris votre psychologie et on joue sur ça. Vous voyez plein de femmes, vous la voyez, elle avec des caleçons boss. Parfois, elle danse, le caleçon d'un côté, un déphasage, vous demandez, mais attends, comment les fesses de quelqu'un fait là? Et cela vous signale que non, c'est les caleçons boss. Ouais, ça fait rire Dominique Audrey, mais c'est la réalité. Vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un à qui vous dites, on va à Destre,
la personne choisit Sénestre. Dextre veut dire à gauche, Sénestre veut dire à droite. Alors, monsieur Michel Ngatou, la première chose dans une relation, c'est qu'il y a une personne qui parle et une personne qui écoute. Absolument. Lorsque c'est les deux qui parlent, ce n'est plus relation. On s'entend. Vous n'avez plus rien à faire ensemble, ce n'est plus relation. C'est observation, c'est domination. L'homme ne peut pas dire non. La femme dit je. Or, la femme doit dire nous quand l'homme dit je pense. Mais comme on a affaire à des femmes qui pensent qu'elles sont des hommes, comme on a des femmes qui pensent qu'elles ont des soutiens, et pour en termes de soutien, il y a les coachs, en termes de soutien, il y a les influenceuses, en termes de soutien, il y a les 4 millions de Facebookers, des médias, parce que quelqu'un vient dire, mon mari a dit que, vraiment, vous pensez quoi? Les gens se versent là-bas, waouh, elle choix positif 1, mauvais 2, positif 3, mauvais. Si c'est positif, elle applique ce qui vient dans l'esprit. Voilà aujourd'hui ce qui est devenu le monde. Ce garçon n'est pas marié. Quoique polygame. J'ai dit ce garçon n'est pas marié. Monsieur Ngatou, vous ne pouvez pas avoir une femme chez vous qui prend de l'attitude et des décisions sur votre tête. C'est vous qui répondrez devant sa famille. S'il y a moins de dégâts, c'est vous. C'est vous qui répondez s'il y a un moins de problème. C'est vous. On va venir dire, ok, notre fille vivait avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous répondrez quoi? Elle faisait ce qu'elle voulait. Pardon? Elle faisait ce qu'elle voulait. Pourquoi tu ne nous as pas dit? Pourquoi n'es-tu pas venu? Pourquoi? Que répondrez-vous? Le pire sera déjà là. Et qui assume ce genre de pire? Alors, vous vous rendez compte que lui, il est face au pire. Une femme qui ne prépare pas. Une femme qui ne lave pas les vêtements. Parce qu'elle est soi-disant fatiguée, je ne sais pas tout ce qu'elle raconte. Une femme qui refuse d'accoucher. Refuser d'accoucher, c'est un crime. C'est un crime pour une femme mariée. J'ai dit c'est un crime, c'est un motif de divorce. Il perd le temps pourquoi? Pourquoi il est en train de perdre? Il réfléchit même trop sur cette affaire. Je reviens sur une question qui Il est marié au régime polygamique, monsieur Ngatou. Ouais. Puisqu'elle veut danser ça, vous l'abandonnez. Ça va bien. Non, vous l'abandonnez. Vous savez, hein, la paix, c'est quelque chose. C'est cher. La paix, c'est quelque chose. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Quand on croit qu'on vous a déjà mesuré avec une cuillère, quand on vous a mesuré avec la fourchette, il faut passer à une autre étape. Il faut passer à une étape. Si cette étape, on croit la maîtriser, vous passez à une autre étape supérieure. C'est ça. Le mariage, ce n'est pas un jeu, monsieur Ngatou. On aurait dû l'amener à l'école du mariage, ce n'est pas un jeu. Je vous ai dit que la démocratie, voilà un démocrate. Il est démocrate. Voici un démocrate. Tu ne peux pas laver les habits, je vais laver les habits. Monsieur Ngatou, je laisse pourrir les habits là. Je les laisse pourrir. Ce sont mes habits. Je les laisse pourrir. Vous n'allez pas dans le culte de la violence. Si, monsieur Ngatou. de la guerre. Monsieur Ngatou. Peut-être- Je laisse, peut-être permettez-moi. séparer serait une Je nettement laisse. hein. Ce n'est pas une question. Avant d'arriver à la séparation, il faudrait qu'il y ait un métabolisme psychologique. D'accord. Que pendant qu'elle s'entraîne à croire qu'elle veut te dépasser, tu fais comme Poutine. Au moment où on commence à dire embargo, le gars il a passé à une autre étape. Il dit mon gars, vous ne vendez pas. C'est ça, je ne fais pas. Vous voyez, étape à étape. Vous préparez. Non, ce garçon, il faut le conseiller qui quitte cette maison. Rapidement. Qui quitte cette maison. Première chose, qui quitte cette maison. Parce que je suis sûr que s'il s'est marié, il a reconnu les enfants. Pendant le processus de la dot, il a pris ses enfants avec lui. On lui a donné ses enfants, il a doté. Qu'il quitte rapidement, c'est rien. Détruire, vous pouvez voir l'ouvrage de votre vie. Cette maison peut brûler un matin. Cette maison peut brûler un matin, il perd tout. Il ne sauvera rien. Qui se disent que j'ai échoué, j'ai fait un échec et je reprends ma vie. Il s'éloigne, il part reconstruire sa vie ailleurs. Ici, là, il n'a plus rien à penser dans ce foyer. C'est bien sûr votre analyse à la même Batou. On va prendre de tout à l'heure, hein, lorsqu'il sera 11h passé de quelques minutes, les points de vue des téléspectateurs. Madame Michel, allez nous écrire en vous abonnant sur la page Equinox Télévision sur Facebook, ou vous nous écrivez bien sûr un numéro à l'instant qui s'affiche au bas de l'écran. On vous reprend.
Je m'interroge ce jour sur la question du paiement des frais pour le test de dépistage PCR dans ce pays. La pandémie à coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot. Dans le monde, que l'État du Cameroun se décharge de certaines dépenses liées à la lutte contre cette pandémie qui a fait près de 2000 morts sur l'étendue du triangle national depuis mars 2020. Au Cameroun, le test de dépistage PCR réalisé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus n'est plus gratuit. Il coûte désormais 30 000 francs CFA. Ainsi en a décidé le président de la République, Paul Biya. Tout le monde se pose la question de savoir pourquoi cette hausse à 30 000 francs CFA, alors qu'à ce jour, les Camerounais cherchent à comprendre où est passé les 180 milliards dédiés à la lutte contre le coronavirus. Jusqu'à ce jour, même les conclusions de la Chambre des comptes sont passées désormais aux oubliettes, alors que le peuple veut comprendre. On lui dit désormais, pour voyager, aller en N'Djamena, pour se déplacer, aller au Gabon, pour vous déplacer, vous payerez 30 000 francs CFA. Comment comprendre que le chef de l'État vient d'élever la gratuité du test PCR? On dit que cela va remplir, c'est pour renflouer, parce que les caisses de l'État sont vides. Voilà un mot qu'on emploie depuis des années. Quand est-ce que les caisses de l'État sont pleines? Comment est-ce qu'on les vide? Quand est-ce qu'on déclare qu'elles sont littéralement vides? Quelles en sont les preuves? Rien que des slogans. Et aujourd'hui, les Camerounais ont fini par adopter, faire corps avec cette expression. Les caisses de l'État sont vides. Pourquoi en France, on n'attend pas ce type d'expression tout aussi étonnante? On n'a jamais dit que les caisses sont vides en France. On n'a jamais dit que ce n'est qu'en Afrique qu'on entend. On fait ça parce que les caisses sont vides. Comment comprendre qu'on se retrouve à masser, à opprimer, à briser les chaînes de valeur sur lesquelles le peuple peut s'agripper, alors qu'on aurait dû réduire le train de vie de l'État? Monsieur le Président de la République, vos ministres, vos PCA, vos directeurs sont des gens bien, parce qu'on a aménagé au sein, n'est-ce pas, de l'appareil étatique, un bon train de vie. Évacuation sanitaire, hôtel particulier, flotte à gauche, véhicules, maisons de fonction, réhabilitation des maisons de fonction à hauteur des coûts faramineux. Chaque année, on vote les mêmes budgets pour les mêmes personnes, alors qu'ils n'ont pas encore atteint ce que le peuple souverain demande. Aujourd'hui, on demande encore aux pauvres voyageurs de payer 30 000 francs CFA. Ont-ils seulement pensé à la valeur du SMIC dans ce pays? Le SMIC est à combien? 36 000. Ils pouvaient même mettre à 40 000. Mais avaient-ils peur? 36 000. On est à 30 000. Bravo. Comment comprendre cette augmentation à l'heure où le Cameroun subit une inflation généralisée? Tout est cher. Le fer, le ciment, le sable, la tomate, les condiments, les régimes de plantain, les sacs de riz, jusqu'au sel. Le sel. Tout a augmenté. J'oubliais, c'était la Grèce à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On a déjà un nouveau mot. Après Covid-19, on a un nouveau slogan. On ne sait ni prévoir ni gérer. Comment comprendre les raisons évoquées par les membres du gouvernement qui attestent que cette décision permet de trouver du financement pour limiter les charges qui pèsent dans les finances de l'État dans sa lutte contre la pandémie Covid-19? On parle des contraintes budgétaires. Pourtant, le peuple attend depuis des années l'application des mesures visant à la réduction du train de vie de l'État. Entre-temps, c'est le pauvre qui casque. Pourquoi avoir évoqué le prix de 30 000 lorsqu'on sait que le ministre de la Santé publique a lui-même annoncé que depuis une semaine, il n'y a eu aucun cas de Covid-19 enregistré dans les hôpitaux? Alors qu'on sait désormais que le Cameroun était en passe de vaincre le combat contre cette pandémie. Le SGPR, dans sa lettre, se veut très alarmiste
sur la situation épidémiologique du pays en affirmant que la maladie persiste. Oui, dans la lettre du SGPR, où lui il atteste que la maladie persiste, le ministre de la Santé lui dit non, on a passé une semaine sans aucun cas. Qui des deux dit la vérité? Que cherche-t-on donc de manière subtile à nous faire comprendre? Quand on fait des 180 milliards mis à disposition dans le cadre de cette lutte, comment comprendre ce fossé qui existe entre le gouvernement et les populations? Comment comprendre qu'ils n'ont pas analysé le risque de fragiliser encore davantage les populations à faible revenu avec ces décisions? Au dit de certains experts, cette décision est purement politique parce que c'est un frein dans la lutte contre le Covid-19 puisque les couches défavorisées seront complètement lésées, n'ayant pas les moyens d'accéder à ce service. Savez-vous que pour le recrutement dans certaines structures et entreprises, on exige parfois ce test? Est-ce que lorsque vous irez et que vous direz non, on m'a envoyé, c'est pour le recrutement dans une entreprise, on va vous dire, vous, c'est gratuit. Vous, parce que vous voulez voyager, c'est payant. Comment faire la part des choses? Dans certaines entreprises, on oblige parfois d'aller faire ce test. Ceux qui iront, le feront-ils gratuitement? Dans tous les cas, on se pose toujours des questions. Et rappelons-nous, comment rendront-ils ces paiements traçables lorsqu'on sait qu'à l'époque, les tests PCR étaient non seulement payés, sauf que ceux-ci entraient dans les poches des agents de la santé postés dans les aéroports? Va-t-on donc couper le gombo aux petits copains ou bien cherche-t-on à s'approprier définitivement ce gombo? On parle de traçabilité, on veut savoir où est-ce que l'argent remboursé dans le cadre de l'opération Épervier est-il traçablement passé? Merci beaucoup, cher Lamel Bachou. Et puis on salue non seulement les Camerounais qui sont pour beaucoup des voyageurs, beaucoup sont ceux-là qui sont aux portes des aéroports du Cameroun et qui sont obligés désormais de payer ces 30 000 francs CFA. C'est acté depuis le 4 avril dernier. On le sait très bien, tout a été pensé, mis en place et rendu public par Ferdinand Ngongo, le secrétaire général à la présidence de la République. Il a dit que la maladie persiste. Et bien voilà, qui dit le que ministre de la Santé a dit on n'a aucun cas. On va quand même rappeler, Donald Briskam, que jusqu'ici, les tests PCR étaient financés par l'État du Cameroun, parce qu'on dit d'ailleurs entre 2020 et 2021, tout ceci a coûté environ 24 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Alors, comment comprendre aujourd'hui que cela soit imposable et d'ailleurs que le coût ne cesse justement de faire parler plus d'un Camerounais? 30 000 francs quand même. Alors, avant de parler de la polémique autour des coûts, disons que prenons un peu les pays, comment les autres pays se sont comportés avec la pandémie, comment les tests ont été gérés dans d'autres pays. Au Sénégal, qui est un pays de niveau de développement comparable, les pays de l'UEMOA ont adopté un taux de 25 000 francs CFA le test. En 2021, là, en Afrique du Sud, les tests coûtent autour de 2 000 francs CFA. Ça coûtait avant autour de 5 000. Et l'organe de régulation des systèmes de santé s'est plaint que c'était cher et on est revenu à peu près 1950 francs CFA, exactement. Les pays européens dont le niveau de vie est forcément plus élevé que le nôtre, dans certains pays c'était payé. Et, récemment, c'était gratuit, pardon. Récemment, on a introduit le paiement. Là-bas, c'était pour encourager les gens à se faire vacciner. Le gouvernement du Cameroun a, comme vous le savez, depuis quelques semaines, introduit le paiement du test PCR, c'est-à-dire pour les voyageurs, de 30 000 francs CFA. Alors, quelles sont les logiques qui ont conduit à l'introduction de ce paiement? La correspondance du SGPR que vous avez évoquée parle de la persistance de la maladie d'une part et de la nécessité de faire respirer les caisses de l'État. Deux raisons quand même qu'on peut questionner. Qu'on questionne. D'abord, sur la persistance de la pandémie, il se trouve que la pandémie est justement en train de baisser. Le ministre de la Santé, plus qu'à récemment, a indiqué qu'on a passé une semaine sans enregistrer de cas. Mais ça ne suffit pas non plus que la maladie est finie, on est d'accord. Sur les caisses de l'État qu'on dit vouloir faire respirer un peu, le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême de l'année dernière nous a renseigné que le Cameroun a dépensé 24 milliards de francs CFA pour les tests Covid-19, mais qu'en fait, dans les 24 milliards de francs CFA,
on a surfacturé les tests à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Donc, un test qui était censé nous revenir à 7 000 francs CFA nous a été vendu plus cher, 10 fois plus cher. C'est-à-dire un test censé nous revenir à 7 000 francs, nous est vendu à 17 000 francs CFA. Donc 7 000 francs x 10. Donc le Cameroun a... 7 000 francs x 10 7 000 francs x 10. 17 000 francs x 10. 7 000 francs x 10. 17 000 francs. 17 000 francs le test. C'est l'entreprise Medley Medical, dont le nom revient de façon permanente, de façon récurrente dans le rapport de la Chambre des comptes. D'ailleurs, qui a eu un quasi-monopole sur ce marché-là. Medley Medical SA, qui est une entreprise, et aujourd'hui on le sait, qui est soutenue et derrière laquelle en fait se cachent plusieurs caciques du pouvoir qui ont simplement voulu mettre en avant cette entreprise pour siphonner les caisses de l'État. C'est l'entreprise qui a gagné à peu près les 3/4 des marchés des tests Covid-19 et dont les responsables sont dans l'appareil d'État, les vrais responsables en fait. Donc, nous avons vu beaucoup d'argent partir en fumée comme ça dans les caisses privées, dans les caisses de quelques fonctionnaires, parce qu'on disait que nous voulons acquérir des tests. Alors qu'il y a des entreprises locales dont les tests nous ont coûté plus cher parce qu'il y a des entreprises locales qui font dans les tests et qui auraient pu approvisionner le Cameroun en tests. Mais on a préféré les importations de tests, évidemment, pour les intérêts Vous avez justement évoqué le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême qui avait fait d'ailleurs une enquête autour de cette question des tests au Cameroun. Mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'aujourd'hui, le constat est fait, c'est qu'au moment même où le secrétaire général, la présidente de la République, rend public ce document et fait cette sortie, c'est un moment où on a des tensions sociales avec le corps des enseignants qui, souvenez-vous, avec le mouvement OTS, revendiquait environ 200 milliards de francs CFA. Est-ce que pour beaucoup d'analystes qui ont pensé que c'était l'occasion ici de s'appuyer sur la question des tests de Covid-19 pour enfin trouver de l'argent et liquider le besoin ou les recommandations, je vais dire, les exigences des enseignants aujourd'hui? Alors, peut-être on va demander à Dominique Audrey son commentaire là-dessus. Dominique Audrey, qu'est-ce qui justement peut expliquer que dans un pays aujourd'hui, comme le Cameroun, d'ailleurs on l'a longuement dit, le SMIC est à 36 000 francs CFA et poussière, mais le test Covid est à 30 000 francs et que ceci ne gêne personne au Cameroun? Vous voulez que ça gêne qui? Qui est-ce que c'est censé gêner? Vous et moi, le petit Camerounais. Si on en parle, c'est parce qu'on parle au nom des petits Camerounais. Voilà. Mais maintenant, les personnes en face vous ont déjà fait savoir qu'avec 36 000, on roule carrosse. Vraiment, avec 36 000, vous avez largement, vous avez de quoi vivre. Ce n'est pas rien. Donc, demander 30 000 pour ça, ce n'est pas la mer à boire, vu selon eux. Malheureusement, aujourd'hui, l'interprétation qu'on se fait de la taxation des tests PCR, c'est qu'au lieu de maximiser sur les produits, les traitements qu'on aurait pu avoir pour résorber définitivement la maladie, nous, on continue à créer des poches d'argent sur autre chose qui ne servent absolument à rien. On veut bien comprendre. Si le ministre de la Santé nous fait savoir que on n'a pas enregistré de cas, c'était le 6 avril, on n'a pas enregistré de cas. De nouveaux cas. Pendant une semaine. Oui, pendant une semaine. Oui. Et qu'après, on vient de dire qu'on a augmenté le prix. C'est pour tester qui? Moi, je veux comprendre. On va dire que c'était une semaine après la correspondance du SGPA. Hein. Voilà, donc, une semaine après qu'un député à l'Assemblée nationale, puisqu'il était en session, avait demandé pourquoi est-ce qu'on impose cela aux contribuables de payer, de gérer les frais alors que le voyageur peut payer. Non, mais je pense que dans deux configurations, justement, c'est le voyageur qui doit payer, qui doit débourser 30 000. Ce n'est plus le contribuable qui doit supporter, un peu comme c'était le cas entre 2020 et 2021. Ce n'est pas simplement le voyageur, parce que même si vous devez aller dans une compétition sportive, vous devez payer ça également. Aux frais de l'État? Donc, si... Aux frais de l'État. Oui. Aux frais de l'État, parce que comment vous, le sportif qui allez représenter l'État à l'étranger ou dans une compétition internationale, on vous imposera à vous de payer 30 000 francs,
toutes les Si personnes... les primes des gens ne parviennent pas à payer, c'est ça qu'on va faire. Inch'Allah, même. On va vous dire, payez votre test et venez en voyage. Donc, tout le monde devrait payer ça. Sauf qu'on n'a pas tenu compte d'un certain nombre de personnes. Le prix est exorbitant. Ça coûte les yeux de la tête. On aurait dû penser aux réalités sociales qu'on rencontre aujourd'hui en demandant, en taxant cela. C'est vraiment triste et ça voudra simplement dire que la personne derrière ces hautes instructions, je suppose que c'est le président de la République, ne sait pas quelles sont les réalités qu'on vit aujourd'hui. Il n'a pas conscience de ce qu'on est en train de souffrir aujourd'hui, qu'on n'arrive même pas à manger et que beaucoup de Camerounais se retrouvent à voyager parfois pour aller acheter de la marchandise, pour parfois mener des activités et qui ne sont même plus assez rémunératrices pour beaucoup. Donc ce qu'on pourrait attendre, ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait une réduction, une révision de ce coût-là. Parce qu'au Gabon, ça n'atteint pas 30 000. C'est énorme. 30 000, c'est beaucoup. Donc ici, moi je me dis que si on était vraiment dans une logique de combattre la maladie, on ne serait pas à demander cette somme-là. On travaillerait à autre chose. Tout à l'heure a évoqué le nom de médical... Medline Medical. Medline Medical, justement. Et on va peut-être pas... C'est connu de tous les Camerounais qui sont ceux des caciques du pouvoir, vous l'avez très bien évoqué. Celui-même d'ailleurs qui est derrière Medline Medical. On a tous d'ailleurs le rapport de cette chambre des comptes. On sait exactement comment des gens sont passés des marchés avec Medline Medical. Mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que le SGPR revienne et fasse l'injonction sous l'expression haute institution du chef de l'État, voilà, d'une augmentation à hauteur de 30 000 francs du test PCR. Mais on n'a pas de justification jusqu'à présent, c'est ça le problème. On ne dit rien à personne sur les raisons pour lesquelles on augmente. Il a parlé des persistances de la maladie, il a parlé de la persistance de la maladie et des contraintes budgétaires. Est-ce que lui, il est le ministre de la Santé pour nous dire exactement ce qui a été fait jusqu'à présent, ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter la maladie? Pourquoi s'arrêter seulement sur les tests PCR? Le combat doit être là. Comment on fait pour finir avec cette maladie qui, entre guillemets, persiste selon le communiqué? Ce ne sont pas les tests qui vont faire reculer la maladie. Très bien. Enfin, le problème, c'est aussi que il faut que ceux qui nous dirigent puissent nous dire est-ce que le monopole qui a été dénoncé dans la fourniture des tests PCR a été brisé? Parce que si vous avez une seule personne qui fournit le test, évidemment, il peut fixer les prix comme il veut. C'est clair. C'est ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant beaucoup d'années dans le ciment, ce qui se passe dans le poisson, dans beaucoup de secteurs d'activité, où il y a un seul opérateur et qui peut donc vous faire le chantage, vous imposer ses prix. Le pouvoir, le gouvernement... Mais ici, l'opérateur est connu, c'est un cacique du pouvoir, c'est même le gouvernement qui est derrière. L'administration doit pouvoir être le régulateur et avoir en l'esprit chaque fois qu'elle décide l'administration, l'intérêt supérieur de la nation. C'est-à-dire que si on a 8, 9, 10 entreprises qui peuvent fournir les tests, la compétition, la concurrence se crée, le bénéficiaire final, c'est le consommateur parce qu'il paiera moins cher et la qualité s'en trouvera également bénéfique. Ensuite, sur la rentabilité, c'est une question aussi de raison. On nous dit que les gens ont volé 15 milliards. C'est comme ça qu'il faut dire ça. Surfacturation signifie que les gens ont pris de l'argent plus qu'il en fallait pour acheter les tests. On nous dit que les gens nous ont volé 15 milliards pour des tests. On revient quelques mois plus tard, sans avoir puni ceux qui sont censés avoir volé 15 milliards, nous dit qu'il faut désormais payer 30 milliards pour les tests. 30 000. Des tests pour lesquels on a volé de l'argent pour des caisses privées. Très bien. Donc c'est aussi une question de logique. Dans un pays où les gens n'ont pas le sentiment que les finances publiques sont gérées dans leurs intérêts, ils seront toujours opposés à l'augmentation des prix de ce qu'ils consomment. Être opposé, mais surtout, comment dire non et faire entendre sa voix. Madame, monsieur, on en parle.